Et là, on clappe. C'est une question de synchronisation. Hop là, donc à partir de là, tac. Bon, mais déjà, l'icebreaker, c'est toi qui me l'avais. C'est comment ça va. Alors, il y a comment ça va le moral, il y a comment ça va le business. Comment ça va le business, ouais. Et comment ça va le business? Ça semble reprendre. Ça semble reprendre. Ça semble reprendre. Après, en ce moment, c'est compliqué, donc on est un peu en dents de scie. Ouais. Mais en tous les cas, on fait tout pour que ça reprenne. Ok, cool. Et le moral? Au top. Le moral au top. Ouais. Bon, il y a des jours où c'est plus compliqué, mais franchement, on est là pour avancer. Ok. T'es prête à tourner la roue? Ouais, allez, vas-y. Alors, faire tourner. Elle s'arrête toute seule. Hein. Ouais, ou tu peux cliquer et ça s'arrête. Ah bah voilà. T'es quel genre d'entrepreneur? Ça tombe bien. On l'avait entre guillemets préparé. Oui, plus ou moins, ouais. C'est pas de chance, c'est la question la plus foireuse en fait. Ouais, c'est la question la plus vague, on va dire. T'es quel genre d'entrepreneur à toujours me remettre en question? Ouais. Essayer de comprendre les fluctuations du marché pour être le plus agile possible. Ok. Et j'ai pas d'aversion au risque. T'as pas d'aversion au risque? Voilà. Donc, ok, d'où ça devient ça? Est-ce que déjà... Absolument aucune idée. Je pense que c'est une question d'éducation. Ouais. C'est-à-dire quand tu étais petite, c'était quelque chose déjà, ça se représentait comment? Alors, je pense que tout simplement, déjà, on m'a jamais empêché de faire quelque chose parce que potentiellement c'était dangereux. Ok. Enfin, je pense que ça vient un peu de là, à partir du moment où on nous laisse découvrir et avancer par soi-même et tomber par moments. Je pense que déjà, voilà, si dans notre éducation, on n'est pas en permanence en train de nous dire attention, c'est dangereux. Ouais. Déjà, on n'a pas ça qui est inculqué dans notre esprit, le attention, c'est dangereux. Donc, je pense que ça aide beaucoup. Et puis j'ai sûrement aussi eu la chance de jamais connaître d'échecs très très importants au point de ne pas avoir de toit au-dessus de la tête ou ce genre de choses. Donc du coup, quand je me dis tiens ça peut être sympa, mais il y a tel risque, ça me dérange pas d'aller tenter quoi. Ok. Et j'allais dire, quand tu dis ça, t'as jamais eu d'échec? Alors ça fait partie des questions de la roulette, mais oui, c'est vrai. Alors ton parcours, c'est quoi déjà? Mon parcours, j'ai pas mal changé justement. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu es avec moi. C'est le genre de parcours qui m'intéresse. Oui. En plus, mon parcours, il change depuis mes études finalement, parce que j'avais plutôt un profil scientifique, donc j'ai été faire des études de chimie, parce que c'est ce qui m'intéressait. Après, arrivé en licence, je me suis rendu compte que j'allais pas en faire un métier, parce que je voyais pas ce que j'allais faire comme métier. Okay. Donc, entre-temps, comme j'avais fait des petits boulots autour de la vente, je me suis dit pourquoi pas aller sur la vente. Donc, j'ai changé pour faire des études d'ingénieur commercial. Okay. Ce qui m'a amené à des postes, bien sûr, des postes de commerciaux, de toute façon, pour aller jusqu'à directrice commerciale. Et là, à un moment donné, j'avais plus les challenges que je recherchais et j'étais plus en phase avec la structure dans laquelle j'étais, et j'avais envie d'avoir un métier un peu plus passion. Okay. Donc du coup, j'ai repris des études pour être architecte d'intérieur et pour me lancer à mon compte. En plus, en faisant ça, je savais que ce ne serait pas pour rechercher un poste de salarié. Ok. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te fait... Alors pareil, j'ai eu la chance finalement d'aller, enfin la chance, oui, comme je suis allée, c'est peut-être aussi parce que c'est mon tempérament comme ça, comme je suis allée finalement sur des postes de commerciaux, j'étais pas commercial sédentaire, j'ai toujours été sur des postes où en fait j'avais mon périmètre et tant que je faisais mon chiffre, on me demandait rien, donc très indépendante. Okay.
Donc depuis finalement quasiment le début de ma carrière, j'ai appris à m'autogérer et à faire les choses comme je le sentais. Ok. Alors bien sûr, quand on est dans une structure, on a quand même des comptes à rendre, on a quand même une culture d'entreprise à véhiculer. Mais au quotidien, finalement, on n'a pas le patron tous les jours sur son dos et puis surtout, on n'est pas toujours au bureau. Donc, c'est à nous de gérer notre journée pour faire en sorte que le chiffre y rentre. Donc, du coup, je pense qu'assez naturellement, à un moment donné, on se vient à dire, mais finalement, je sais me gérer toute seule, j'ai besoin de personne pour avancer. Donc pourquoi je ne gérerais pas moi-même mon travail quoi. Enfin, okay. J'ai plus besoin d'un patron finalement. Et donc cette idée-là, elle est née quand dans ta tête? Elle est née au moment où, en tant que directrice commerciale, j'avais fait le tour de mon poste parce que j'avais mis en place tout ce qu'il y avait à mettre en place. Okay. Et finalement, l'étape d'après, c'était de prendre la place de mon patron. Comme j'étais pas forcément en phase avec ce que je faisais parce que j'avais d'autres envies et puis surtout envie encore une fois d'aller sur un métier passion, hein, donc plus du tout ce que je faisais. Forcément je me suis dit ok, la prochaine étape c'est d'être à la place de mon patron, donc autant que je monte mon entreprise sur le métier qui me plaît et que j'ai envie de développer, okay. Tout simplement. Et je vais dire ta passion justement, donc tu es architecte d'intérieur. et cette passion elle vient d'où? Alors c'est une bonne question. Okay. C'est une bonne question. Oui, assez naturellement, c'est des choses. Déjà, j'aime bien avoir un intérieur qui me correspond. J'aime bien quand tout est bien organisé autour de moi, avec les bonnes couleurs. Enfin, j'aime bien tout ça. Et je pense qu'en discutant avec des amis, il y en a qui m'ont peut-être ouvert les yeux en me disant mais en fait ce que tu fais c'est pas donné à tout le monde. Enfin, associer des couleurs c'est pas forcément donné à tout le monde. Et c'est en discutant avec des amis que je me suis rendu compte que oui en fait je pouvais en faire mon métier puisque effectivement c'est pas donné à tout le monde. Okay. Donc ça peut et puis c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Donc voilà, tout simplement. Et alors, ça fait partie des questions, je squeeze la roulette, mais oui. Je vais dire, si on ne tombe pas dessus, je veux quand même avoir cette réponse-là. Mais c'est comment tu passes de l'idée de dire, ok, j'ai cette passion-là, pourquoi pas en faire, à le faire? Déjà, l'idée, voilà, c'est j'ai cette passion-là, comment je peux faire pour en faire mon métier? Donc forcément, j'ai fouillé un peu, j'ai regardé toutes les formations qui pouvaient exister. Parce que je ne me voyais pas me lancer sans formation, surtout en France, c'est compliqué, hein on le sait. Donc du coup, j'ai commencé par chercher le diplôme qui allait bien. Et une fois que j'ai trouvé celui qui me paraissait correspondre à mes attentes, je l'ai fait, tout simplement. Et comme ça dure 3 ans, pendant 3 ans, j'ai eu le temps, tout en faisant cette formation, de réfléchir à ce que j'allais en faire derrière cette formation. Donc voilà d'où vient l'idée. Ok. Enfin, comment ouais, donc en fait, tu es passé vraiment par l'étape formation, quoi. C'est ce qui c'était la... Oui, parce que du coup, comme je changeais complètement de secteur d'activité, alors après, je pense que même si on change complètement de secteur d'activité, c'est pas indispensable de passer par l'étape formation, mais encore une fois, je pense qu'en France, c'est compliqué d'arriver sans formation. Et puis, ça fait peut-être beaucoup aussi de se dire, je passe de salarié à entrepreneur. Et sur un nouveau marché, sur un nouveau métier, je pense que tout le monde connaît l'étape est-ce que je suis bien à ma place, le syndrome de l'imposteur, hein. Tout le monde le connaît et du coup la formation quelque part, c'est un petit coup de pouce pour moins avoir ce syndrome de l'imposteur. Ouais, carrément. Et je reviens sur ton histoire d'aversion au risque. Tu dis que tu n'as pas d'aversion au risque. Ouais. Donc en fait, dans cette période de transition, zéro doute. Si, il y a forcément des doutes, mais les doutes que j'ai, c'est plus j'embarque ma famille avec moi, ouais. Est-ce que ça va le faire? Par rapport à moi, j'avais aucun souci. Par contre, j'embarque ma famille avec moi, c'est plus là où on a un doute. Donc je pense que quand on n'a pas de famille, on peut y aller
les yeux fermés, quoi. On voit et puis on verra. Après, quand on a une famille, et puis surtout, j'avais les revenus les plus importants de la famille. Donc forcément, ça avait un impact important, ma décision. Donc on se pose la question, mais du coup, on ne se pose pas la question pour soi. On se pose la question pour ceux qui nous entourent. Et puis à un moment donné, quand l'envie devient encore plus importante que j'embarque ma famille avec moi, bah, on se dit, ça va le faire, quoi. Et puis on verra. Cool. Ouais, non, mais c'est assez compliqué ça, la partie de la famille. Oui, forcément, ça, on se dit, bon, c'est sympa, j'ai plein d'envies, mais est-ce qu'on va pouvoir avoir le même niveau de vie c'est surtout ça, en fait, hein, on s'habitue à un certain niveau de vie, et c'est quand même très compliqué de se dire, potentiellement, ce niveau de vie, on va à un moment donné ne plus l'avoir, devoir faire plus attention, même si finalement, on n'a pas besoin de ce niveau de vie. J'allais dire, et puis on s'est créé une vie qui va aussi avec les revenus qu'on a pu avoir. Donc, ne serait-ce que le crédit, forcément, le crédit, on a été le chercher en fonction des revenus qu'on a. Donc, si on passe de 5 000 à 1 000, c'est compliqué après pour le crédit. Toc, est-ce qu'on peut revoir l'échéancier? Voilà. Enfin, après, on fait en sorte justement de ne pas avoir à faire ce genre de démarche. Mais oui, forcément, on pense à tout ça. On se dit, voilà, le niveau de vie que j'ai aujourd'hui, c'est celui-ci. Est-ce que je suis prête à le descendre? Et si oui, comment je fais pour le descendre? Donc oui, il y a toute cette réflexion à avoir. Après, si justement on n'a pas la famille et puis on a un niveau de vie qui parce qu'on démarre dans la vie qui est tout à fait raisonnable, je pense que là, c'est le moment ou jamais. Ok. C'est moins compliqué, on va dire. Ça fait partie d'une question qui traîne sur la roulette, c'est y a-t-il un âge pour entreprendre? Alors non, il n'y a pas d'âge pour entreprendre, mais il y a des âges où ça va être plus facile que d'autres. On vient d'en parler là. Bien sûr que quand il n'y a pas la famille, quand on démarre dans la vie, donc on démarre déjà de pas grand-chose, on sait qu'on n'a rien à perdre, donc on peut y aller, vu qu'on n'a rien à perdre. Là, c'est plus facile psychologiquement pour entreprendre. Maintenant, on a moins de bagages, forcément, puisqu'on démarre. Même si on passe de salarié à entrepreneur un peu plus tard, mine de rien, normalement, on a quand même un certain bagage, on a un vécu qui fait que y a plein de choses qui vont être plus faciles. En fait, à chaque étape de la vie, il y a des choses qui vont être plus difficiles et d'autres qui vont être plus faciles, quoi. C'est tout simplement. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Ok, cool. C'est la réponse que j'attendais. Alors. Faut-il être créatif pour entreprendre? Ouais, un minimum. Un minimum. Et en fait, quand on dit créatif, c'est pas forcément avoir une âme de. Oui, alors pour toi, la question est d'autant plus intéressante que tu es archi d'intérieur, donc tu as une vraie part de création. Alors j'ai la partie créative à proprement pas, enfin vraiment sur mon métier d'architecte d'intérieur où il faut à chaque chantier pour moi doit être différent en fonction des clients. Et du coup, il y a cette partie-là qui est vraiment plus tournée, quand on parle de créativité, plus sur l'art, en fait. Mais il n'y a pas que cette partie-là. Il y a aussi la partie... je pense que pour être entrepreneur, il faut toujours se réinventer. En plus, on le voit encore plus aujourd'hui, hein, avec ce qui se passe. Si on ne se réinvente pas, si on se dit ce que je faisais, ce que j'ai fait pendant 10 ans, c'était ça et ça marchait bien et je ne change rien, compliqué, quoi. Et puis même dans un contexte normal, il y a forcément un moment donné où il faut se dire, bon, là on doit prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on a fait. Et par rapport à nos prochains objectifs. Est-ce qu'on continue à faire ce qu'on veut, enfin ce qu'on était en train de faire, ou est-ce qu'on embauche, est-ce qu'on n'embauche pas? Si j'embauche, comment ça va se passer? Est-ce que je rajoute une offre? Enfin, il y a le côté... plus que de la créativité, c'est juste toujours se remettre en question, savoir si ce qu'on fait, ça va dans la bonne direction. Donc oui, il y a
un minimum de créativité, quoi. Et par rapport à ça, justement, en fait, c'est une question qui m'interpelle, et en fait, là, justement, rentrer vraiment dans la tête de l'entrepreneur, mais qui est, est-ce qu'il y a des fois, tu arrives à stopper tes pensées par rapport à ton business? Non, je crois pas. Enfin, si, il y a des fois où il faut, mais non, c'est vrai que ça c'est compliqué. Je pense que c'est peut-être la partie la plus compliquée, à savoir des fois se dire, je fais une pause là, je vais marcher un peu, mais j'arrête de penser à ça. Je pense juste aux oiseaux qui passent, ça fait du bien. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est toujours on est toujours en train de réfléchir à savoir, même si on n'a pas peur de l'avenir, enfin, quelque part, comme on se génère nos propres revenus et notre propre travail, faut toujours qu'on soit attentif à ça. Est-ce que demain j'aurai toujours ce travail? Est-ce que demain j'arriverai toujours à en générer les revenus dont j'ai besoin? Donc du coup, il y a toujours 50 000 questions qui se posent. Et puis après, en plus, quand on est dans la prod, dans la production pure, quand on a toutes les casquettes de l'entreprise, c'est compliqué d'avoir le cerveau qui s'arrête parce que quand c'est pas la créativité sur un chantier, c'est la compta qu'il faut faire. Voilà, il y a tout ça, quoi. La roulette sur la créativité, il y a vraiment ce côté-là de résolution de problèmes. Et est-ce que déjà le fait d'avoir tout le temps des pensées comme ça, c'est plus une contrainte, ou est-ce que c'est plus je vais dire un plaisir? Ouais, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a des fois où vraiment il faut réussir à se poser et à arrêter de penser à notre boîte. En fait, c'est super d'être entrepreneur parce qu'on vit entièrement notre entreprise, notre business, on le vit entièrement, on le fait pour nous et je pense qu'il y en a beaucoup enfin, je pense parler pour beaucoup en disant qu'on n'a pas vraiment l'impression de travailler finalement au quotidien parce que c'est pour nous qu'on le fait et on a choisi une activité qui nous plaît vraiment. Donc on n'a pas vraiment l'impression de travailler, mais en même temps, à un moment donné, il faut savoir se dire, il y a aussi le reste, donc il faut aussi de temps en temps faire une pause sur notre boulot et savoir dire, bon bah là c'est bon, il est minuit, on va peut-être arrêter un peu. et ça, par rapport à toi qui as été salarié, qui était plutôt indépendant du coup, comme tu l'as dit, dans ton ancien travail, etc., est-ce qu'il y a quand même une différence? Oui, oui, il y a une différence. Il y a une différence parce que même si en tant que salarié, j'ai eu des périodes aussi où j'ai beaucoup travaillé pour aller atteindre des objectifs que j'avais envie d'aller atteindre, comme c'est pas notre entreprise, même si ça nous tient à cœur certains objectifs, bon, et puis après en tant que commercial, forcément il y a l'argent qui rentre hein, quand on va chercher les objectifs. À un moment donné, si on a envie de dire mais là j'ai pas envie de faire ça, et puis si ça se fait pas maintenant, la Terre va pas s'arrêter de tourner, on fera ça demain. C'est plus facile de se le dire quand on est salarié, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon le salaire il tombe, hein, que quand on est entrepreneur. Alors après, c'est peut-être plus facile aussi même quand on a une conscience professionnelle, qu'on sait qu'on fait tout bien comme il faut, à un moment donné, on sait aussi se dire c'est bon, tout est fait, je passe à autre chose. Alors que quand on est entrepreneur, même si finalement on a réussi, ce qui est rare, à faire notre to-do list de la journée, il y en a toujours une autre qui arrive derrière. Et on se dit, et en plus on se dit, si c'est pas moi qui le fais, personne ne le fera à ma place. Alors quand on est salarié, potentiellement aussi, il y a d'autres personnes dans l'entreprise qui peuvent faire, sur lesquelles on peut s'appuyer, ce qui n'est pas le cas quand on est entrepreneur seul en tous les cas. Et sur cette histoire de pensée continue, est-ce que tu arrives plus facilement à stopper quand tu étais salarié? Ah oui, bien sûr. Non, bien sûr. Enfin, après, moi j'ai fait partie de direction sur les dernières années. Même si j'avais plein d'idées pour l'entreprise et pour qu'elle se développe, à un moment donné, quand on essaye d'avancer et que d'autres n'avancent pas dans le même sens, c'est pas notre boîte, quoi. Et d'ailleurs, il y a plein de fois où je dis, bon, moi j'ai donné mes idées, j'ai dit ce qu'il fallait faire pour avancer. Si le patron ne veut pas le faire, c'est pas mon problème et on passe à autre chose.
c'est beaucoup plus facile. Alors quand on est entrepreneur, de toute façon, encore une fois, les idées, personne d'autre va les avoir pour nous, personne d'autre va les faire avancer pour nous, donc oui, c'est plus difficile d'arrêter la machine et de se dire on va faire une petite pause là. Cool. Alors, on va voir. On va relancer Là-haut. Comment définis-tu un entrepreneur? Compliqué. Ouais, c'est pas évident, mais l'entrepreneur, c'est pas un suiveur déjà. Déjà. Ouais. Un entrepreneur, c'est tout simplement quelqu'un qui, quand il se lève, il se dit tiens, aujourd'hui je me lève et j'ai envie de faire ça pour mon voisin, j'ai envie de faire ça pour l'humanité, enfin peu importe quoi, il avance pour des convictions. En général, il est assez habité par son business, par ce qu'il fait, par le métier qu'il a. Je pense qu'être entrepreneur, c'est tout simplement ne pas attendre qu'on te demande de faire les choses pour y aller. Enfin, avoir envie tout simplement de se dire tiens, ce matin, j'aimerais bien mettre ça en place et on y va et on va voir ce que ça donne. Ça me fait penser à cette fameuse question, et je crois qu'on en a déjà parlé en visio, et c'est vraiment un prisme de l'analyse de la société que je fais, qui est la société vit à 3 vitesses. Celle des fonctionnaires qui ont un CDI à vie, celle des salariés qui ont un CDD, CDI, mais qui sont dans le privé, et les entrepreneurs. Oui, oui, on en avait déjà parlé. Et oui, je pense que c'est assez vrai. Parce que oui, entre celui qui a un boulot à vie, même s'il ne se lève pas le matin, et bon, j'exagère bien sûr, hein, c'est pas du tout. Et celui qui entreprend justement, et enfin, on peut entreprendre pour n'importe quoi. On peut entreprendre pour se dire, voilà, moi demain, j'ai pas forcément besoin de revenus pour X raisons, mais j'ai envie d'aider mon village à mettre en place un vrai centre du village parce qu'aujourd'hui il est en train de mourir. Enfin, vraiment, je dis des choses au hasard. Oui, je pense qu'effectivement, il y a celui qui se laisse porter par la vie et qui a des tâches quotidiennes à faire tranquillement parce qu'on lui donne. Et puis il y a ceux qui n'ont pas envie de rentrer là-dedans et de se dire, moi le matin, j'ai envie de me lever et de faire ce que j'ai envie de faire. Et d'où ça vient ça? Alors là... Pourquoi il y en a qui sont comme ça et d'autres qui ne le sont pas? Est-ce que toi, petite, déjà, t'entreprenais des trucs? Alors, moi j'ai toujours aimé faire plein de choses différentes. Mais pareil aussi, je pense que c'est une question d'éducation. Notre mère nous a toujours poussé à faire du sport, des activités manuelles, enfin du coup à découvrir plein de choses. Et forcément, je pense que quand on a eu l'habitude de découvrir plein de choses, on est ouvert à plein de choses différentes. Et on a envie de continuer à découvrir. Petite, du coup, j'avais ça. Après, quand j'étais un peu plus grande, que j'ai pu voyager, j'ai eu envie d'aller découvrir plein de pays pour comprendre dans chaque pays comment ça fonctionne. Et puis quand je les découvre, c'est en sac à dos avec un billet d'avion et c'est tout. Parce qu'on a envie de découvrir par soi-même. En fait, je pense qu'on en revient à la notion de risque. Ouais. Finalement, si on a peur du lendemain, si on a peur de qu'est-ce qui se passe chez le voisin, on ne peut pas entreprendre parce que, on ne peut pas avoir envie d'entreprendre parce que du coup, l'inconnu fait peur. Alors que quand on n'a pas cette problématique, que l'inconnu ne fait absolument pas peur, au contraire qu'il attire, forcément, ça va forcément donner envie de se lever et puis d'entreprendre, de découvrir. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de découverte des autres, de soi aussi. On apprend pas mal de soi à entreprendre, à travailler seul. Qu'est-ce que tu as découvert toi, sur toi?
Alors, de la ténacité et de la patience. Surtout la patience, je l'ai vachement découverte parce que je pensais que j'étais pas patiente et en fait, si, je suis patiente. D'accord. Ça se traduit comment au quotidien ben, quand j'ai envoyé un devis et que je sens que ça va se signer, j'arrive à prendre le temps de pas relancer forcément la personne. Enfin, je patiente. J'arrive à me dire, bon, la personne, a priori, elle a besoin de ce temps-là pour réfléchir. Il ne faut pas que je la relance avant. En fait, il y a tout ça. Et puis même dans le projet en lui-même, en tant qu'architecte d'intérieur, une fois que je donne les directives, ben, on a forcément à un moment donné envie que le client il dise ok, on va faire ça, et puis on signe tous les devis qui vont bien pour faire avancer les travaux, pour commander le mobilier, etc. Et en fait, on se rend compte assez vite que tout le monde ne va pas à la même vitesse que soi. Et que si moi j'ai besoin de 2 minutes pour me décider à signer un devis, il y en a qui ont besoin de 2 mois. Et du coup, on apprend, moi j'ai beaucoup appris à ça, à appréhender le temps dont a besoin chaque personne et à lui laisser ce temps-là. Et ça, tu l'as appris en étant entrepreneuse et pas en tant qu'ingénieur commercial? Ouais, moins. Ouais, je ne l'ai pas appris en tant qu'ingénieur commercial parce que en face de moi, j'avais des grosses structures. Enfin, je travaillais avec des très grosses boîtes. Donc cette notion-là, on l'a moins parce qu'en fait, on travaille moins avec des personnes. On signe des contrats cadres, des choses comme ça. On travaille moins avec une personne en particulier. J'ai commencé à l'apprendre un peu plus quand j'ai pris des postes de management, forcément. Mais du coup, je l'ai appris beaucoup plus quand j'ai travaillé pour moi. Ok. T'as appris d'autres choses comme ça? Sur toi notamment? La ténacité, la patience? Bon, ouais, après bon, que j'avais pas d'aversion au risque, je le savais déjà plus ou moins. Et puis au moment où on se lance, on comprend qu'on l'a pas. Hein. Mais ouais, c'est surtout ça que j'ai appris. Okay. On passe à la troisième roulette. Allez. Ta vision du monde et de l'avenir? Ouais, ça va être sympa ça. Où est-ce que tu nourris l'espoir pour l'avenir? Waouh. Surtout en ce moment, la question elle est pas simple. C'est pour ça que j'ai gardé. Ah oui, oui, bah oui. C'est-à-dire qu'à la base, cette question, elle se veut sur le principe que voilà, un entrepreneur, il n'a pas d'aversion au risque, il est toujours. Tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein? Moi je le vois à moitié plein. Ouais. Ouais. En même temps, si on le voit à moitié vide, on en revient à la problématique du risque. Hein. Si on voit toujours à moitié vide, ça nous donne pas envie d'avancer. Donc non, il faut le voir à moitié plein. Après. Du coup, où est-ce que tu nourris l'espoir pour l'avenir et encore plus aujourd'hui? Et encore plus aujourd'hui. Est-ce que je nourris vraiment un espoir pour l'avenir? Enfin, je pense que est-ce que tu nourris un espoir pour l'avenir? Ouais, est-ce que vraiment j'en nourris un? Pour mon fils, ouais, quand même. Parce que je me dis, si j'ai plus d'espoir pour l'avenir, c'est dur pour lui. Elle est super compliquée cette question en fait, parce que quelque part on en nourrit forcément un, parce que sinon on n'avance plus. Si on ne voit plus d'avenir, je vois pas comment on a envie de se lever le matin pour avancer et pour entreprendre des choses. Maintenant, c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui, la façon dont c'est géré, on a tous notre avis là-dessus, et il y a forcément des moments où on est super inquiet pour l'avenir. Après, l'avenir pour nous, il est assez proche. Je pense qu'il ne va pas beaucoup changer pour nous. Enfin, on ne va pas non plus avoir des énormes révolutions. C'est plus pour les enfants que ça va être plus compliqué, je pense. Mais alors, sans forcément en nourrir un ou pas, mais j'allais dire, l'avenir, tu l'imagines plutôt. Tu as que c'est Pierre Rabhi? Parce que du coup, c'est la question que j'ai exactement, c'est est-ce que tu vois plutôt une vision de l'avenir comme Elon Musk ou comme Pierre Rabhi? Mais je vois pas qui c'est. Il faut savoir qui est Pierre Rabhi. Et c'est qui? Alors, donc, Pierre Rabhi, qui est Elon Musk. Ouais. Et Pierre Rabhi, c'est un philosophe agriculteur français. Ouais. Qui nourrit
un idéal de retour à la Terre, quoi. Prêche à un retour à la Terre. Ah oui. Ah oui, bah moi je pense que je suis plus ça alors, ouais. Ouais, je pense que je suis plus comme ça. Oui, 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 alors oui, moi effectivement, du coup, l'avenir, je le vois plus où il faut qu'on soit hyper autonome chacun. Alors c'est peut-être aussi pour ça que entreprendre, c'est important pour moi, parce que finalement, ouais, l'avenir, je le vois plutôt comme ça. Si on veut s'en sortir, il faut arrêter de compter sur l'État, sur je ne sais pas quelle aide qui vient de nulle part. Il faut arrêter de compter sur les autres. Il faut d'abord compter sur soi et puis après aider son voisin et ses proches comme on peut. Mais il faut déjà être le plus autonome possible. Il faut arrêter de compter sur les autres. Donc ouais, moi je suis plutôt du coup comme lui à se dire oui, retour aux sources, quoi. On a tout ce qu'il faut sous nos pieds. Donc faut arrêter de vouloir aller plus loin et d'espérer qu'on va être aidé de je ne sais qui. Voilà. C'est un peu mon idée aussi. Ouais, bon, après, c'est pas non plus complètement innocent si on part de la région parisienne pour venir dans un endroit comme ça. Je pense que si le retour aux sources, retour à la terre, on n'y croyait pas, je pense qu'on ne serait pas ici. Ouais. Il y a aussi ça. Hein. C'est l'objectif. Ouais. Bah oui, clairement. Ouais. Vous avez un jardin? On a, ouais, un petit. Et les gars, vous allez vouloir pousser, faire planter. Ah bah c'est évident, ouais. C'est évident. Oui, bah, nous, on vient d'arriver, donc il n'y a pas encore tout, mais l'objectif, oui, c'est les poules, c'est le potager, enfin, bien sûr, c'est évident. Après, je dis pas qu'on arrivera à être totalement autonome, hein, loin de là, mais en tous les cas, l'idée, c'est quand même d'essayer aussi de savoir faire plein de choses par soi-même et de ne pas attendre que les autres le fassent pour nous. Ouais. Et plus on est autonome, et je pense mieux on se portera. Et ça, tu penses que ça caractérise les entrepreneurs? À mon avis, ouais, même si c'est pas hyper conscient, à un moment donné, c'est sûr que si tu ne crois pas au fait qu'il faut que tu saches créer tes propres ressources, t'as pas besoin d'entreprendre, hein, s'il faut attendre que les autres ils fassent pour toi. Allez, est-ce que tu veux faire une question bonus? Allez, vas-y. Sur quelle thématique? Oh, je sais pas, choisis au hasard. Choisis au hasard? Ouais. Bon, ben la même, parce que j'aime bien la vision de l'avenir. Allez, une autre. Alors, que penses-tu du fait que le principal élément de mesure de notre société soit le PIB? Bah ouais, de toute façon on est maintenant dans une société de consommation qui est très orientée sur l'argent et pas sur l'échange de connaissances ou de produits. Puisqu'avant c'était ça, hein, on s'échangeait. Et puis à un moment donné, l'argent est arrivé et du coup on n'échangeait plus des services et des produits, mais on a échangé avec de l'argent. Et je pense que ça contribue au fait que y a des gens qui vont de plus en plus gagner beaucoup d'argent et puis d'autres qui à l'inverse vont de moins en moins en gagner. Ouais, ça va pas dans le sens des petits revenus, on va dire. Ça sera notre conclusion. Mais merci beaucoup en tout cas. De rien. C'était cool. C'était la première.